merci d'être venus aussi nombreux à notre atelier qui est sur le thème de l'automatisation et même du coup de l'extrême automatisation puisque nous avons souhaité aborder le thème de l'intégration du WAF, hein, donc de la protection applicative au sein des pipelines CI/CD, donc Continuous Integration et Continuous Development. Alors on va commencer par se présenter. Et on parlera du BK plutôt en fin de présentation. Alors, comme on avait marre des slides, on a un peu innové. On s'est dit qu'une carte mentale serait un petit peu plus originale. Je vais laisser présenter d'abord notre invité, Jérémy Renard, qui est référent technique adjoint à BPCE. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Renard. Je suis team leader adjoint au sein de l'équipe Inet SaaS externe chez BPCE. Merci Jérémy. Et pour ma part, je m'appelle Valentin Artaud. Je travaille chez Ubica depuis 9 ans et aujourd'hui je m'occupe de l'avant-vente et des ventes à l'international puisque Ubica est un acteur souverain du WAF, puisqu'on est un WAF certifié CSPN par l'ANSSI et on est présent en France mais également à l'international. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Déjà, depuis que je suis là, depuis hier, on vous a rencontré, on a beaucoup échangé et on parlait beaucoup de DevSecOps. Déjà, il y a même moi, quand je suis rentré chez Denial il y a 10 ans, on en parlait beaucoup. C'était encore très conceptuel et on ne l'avait pas vraiment au sein des organisations. Et là, depuis vraiment 2-3 ans, ça y est, on sent vraiment la mouvance qui se concrétise, puisque à la fois les équipes commencent vraiment à se rassembler, mais également on a une interconnexion maintenant des équipements de sécurité et également des développements avec les équipements de sécurité. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a voulu réouvrir ce sujet avec un atelier technique, no bullshit, pas de marketing, uniquement des cas concrets. Et on va vous montrer aussi une démo avec on va dire un environnement un peu traditionnel, une application, on va dire, un peu cloud native en Docker, protégée par un WAP de manière un peu plus traditionnelle, et comment on automatise tout ça. Est-ce que Jérémy, tu pourrais nous dire déjà, toi dans ton contexte BPCE, pourquoi il a fallu parler d'automatisation et pourquoi il a fallu automatiser? Déjà, en fait, quand on parle d'automatisation, on commence toujours par de la normalisation. C'est-à-dire que nous, en fait, BPCE, donc on gère la production informatique pour différentes marques du groupe. Évidemment, ces différentes marques, historiquement, avaient leur propre informatique. Il a fallu internaliser et normaliser le mode de fonctionnement de l'informatique de toutes ces marques. Donc on a déjà fait un gros travail autour de ça, ce qu'on ne peut pas automatiser si on n'a pas normalisé en amont. Et l'idée derrière, ça va être de pouvoir industrialiser nos process, limiter du coup les incidents qui sont liés à notre fonctionnement au quotidien et tendre autant que possible vers une espèce de logique du tout ou rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes vos applications sont normalisées, où vos chaînes de liaison sont normalisées également, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, et finalement, essayer de tendre vers une logique où on a juste à gérer des problématiques de redondance d'infrastructure et puis des incidents de pourquoi cette application en particulier ne fonctionne pas parce qu'elle a un paramètre vraiment spécifique dans notre cas. On en a toujours, évidemment. RAM, c'est pas fait en un jour, hein, ça prend un certain temps pour réussir à arriver à quelque chose de fonctionnel et d'homogène. Mais néanmoins, on constate déjà aujourd'hui qu'on arrive à réduire de façon assez significative, le nombre d'incidents qu'on peut avoir, et deux, le temps de traitement et de résolution de ces incidents. Ouais, merci beaucoup Jérémy. C'est vrai que du coup, l'approche hier, c'était surtout une approche forcément statique, puisqu'on avait traditionnellement, alors dans le cadre du WAP, une console de management et des nœuds de filtrage, mais tout ça fonctionnait vraiment de manière complètement autonome. Et finalement, le WAF, le WAP comme on l'appelle aujourd'hui, n'avait pas entre guillemets conscience des applications qu'il protégeait. Et en fait, le WAP n'était pas du tout intégré au cycle de développement de l'application. Et donc, on se retrouvait souvent avec énormément de faux positifs parce que forcément, on a des moteurs de sécurité qui font leur travail, mais sans connaissance de l'applicatif. Et donc, forcément, ça a amené à beaucoup de contraintes finalement opérationnelles. Alors qu'aujourd'hui, on a une orchestration qui est complètement différente. On orchestre tout d'un point central, donc du pipeline CI/CD, des Jenkins, des GitLab, etc.
Et maintenant, les nœuds de filtrage ont plus conscience de finalement des applicatifs qu'ils protègent. Comme je le disais en introduction, l'année passée, chez Ubica, on a intégré notre WAP avec beaucoup plus dans l'écosystème des clients. Je peux vous donner quelques cas d'exemples. Aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui font de l'inventaire, par exemple, de endpoint API pour découvrir des endpoints cachés, pour découvrir des paramètres cachés sur des API qui sont mal documentés, etc. Et on fait des intégrations avec des solutions tierces qui viennent, grâce à l'API de Ubica, comment dirais-je, créer des règles directement dans le produit pour aller protéger automatiquement ces endpoints ou même carrément en interdire l'accès. Ça, c'est des cas d'usage concrets. Et tout ça se fait par des orchestrateurs ou via les SOR, etc. Donc ça, c'est vraiment plus la mouvance dans laquelle on est aujourd'hui. Et l'extrême automatisation, et voilà, je viens de faire... il est passé où mon truc? Il est passé là. Hop, c'est le direct. Le pipeline CI/CD aujourd'hui, là on parle, parce que l'exemple que je venais de vous donner, c'est pour des applications qui sont déjà existantes, mais les applications, je dirais, cloud native et les applications qu'on développe aujourd'hui, on va les sécuriser dès qu'on commence à réfléchir à l'application. Alors, quels sont les... Je vais fermer ça. Hop. Alors, tout d'abord, comment fait-on? L'exemple que je venais de vous donner, ce sont via les API d'Ubica. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais donc, avec Ubica, on propose une API très très large qui vous permet de créer des applicatifs, donc de créer l'application une fois qu'elle va être buildée pour la première fois. Pour déjà la protéger tout de suite, on va pouvoir créer des reverse proxy virtuels, on va pouvoir gérer ses certificats, donc on peut vraiment quasiment faire tout le scope fonctionnel de notre produit via API. Ensuite, pour vous, peut-être qui êtes déjà en train de migrer dans le cloud, on va vous apporter des possibilités de terraformer votre infrastructure, donc pour aller déployer les nœuds dans n'importe quel cloud, peu importe où vous êtes, vous pouvez même le faire on-premise. Et puis on vous fournit des playbooks Ansible pour aller plus loin dans la configuration des applications. Oh là là, il y a quelqu'un qui sort, j'espère que c'est pas mauvais signe. Et puis je voulais vous parler un peu plus de la solution. Ubica, alors pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, on crée des politiques de sécurité sous forme de workflow graphique. Donc c'est, je pense, unique sur le marché. Ces workflows, on ne peut pas les créer par API. En revanche, on crée des templates qui vont répondre à vos cas d'usage, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Et ces workflows, on va pouvoir par contre les orchestrer par API. Et c'est un use case que je voulais vous montrer maintenant, le cas d'une démonstration que je voulais vous faire tout de suite. C'est ce qu'on appelle les workflow parameters. En fait, là, je vous ai montré ici, c'est une API qui est protégée derrière le WAF Ubica. Donc là, on voit tout simplement la documentation et vous voyez, je peux faire des appels API. Donc là, c'est une API pour gérer une bibliothèque de 20 par exemple. Et là, je vais poster, donc là, vous voyez, je vais faire un post sur un endpoint qui s'appelle /wines et je vais ici faire un appel API. Donc, je vais poster de la donnée et automatiquement, mon backend me répond que ça a été créé, donc mon vin à l'ID numéro 3, etc. Donc là, tout de suite, si je fais une attaque ici, si je fais typiquement une injection SQL ici, je vais être bloqué. Donc là, j'ai bien attaque bloquée avec mon ID d'attaque qui est ici, je l'ai appelé dans mon paramètre JSON, dans ma réponse. Maintenant, si j'étais dans de l'automatisation, je me dis, bon voilà, cette application, elle n'est pas encore en production, je veux la laisser en mode écoute pour avoir les logs de sécurité, mais je ne veux pas forcément bloquer. Je vais vous montrer par en fait un Postman. Donc je vous ai ici, ça vous permet d'avoir en visuel un petit peu les requêtes API qu'on peut faire au WAF. Donc là, le premier, c'est pour avoir la liste de tous les tunnels. Donc chez Ubica, les tunnels, ce sont toutes les applications qui sont protégées par le WAF. Et si je vais sur Wines API, vous voyez qu'ici, il me ramène plein d'informations sur mon tunnel. Et vous avez la notion de Workflow Parameters
qui vous dit qu'il est bien en blocking mode true. Donc là, c'est un booléen. Les workflow parameters peuvent être des chaînes de caractères, enfin, c'est pas forcément des booléens, on peut faire tout ce que vous voulez. Là, pour la démo, j'ai simplifié. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais le mettre donc du coup en mode non bloquant. Donc ce que je dois faire, c'est que je vais tout simplement appliquer sur le tunnel en question. Donc chaque élément de mon WAF a une UID bien particulière. Je viens de le mettre en blocking mode false. Et alors chez Ubica, ce qui se passe, c'est quand vous faites des modifications de configuration, on n'applique pas tout de suite la nouvelle politique de sécurité. C'est pour des raisons tout simplement de si vous faites une mauvaise manipulation, etc., vous devez faire des apply. Donc on va faire un apply sur le tunnel qui ne correspond que à mon API. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les clients qui ont des connexions ouvertes avec l'API n'ont pas tout de suite la nouvelle politique de sécurité, mais toutes les nouvelles connexions auront la nouvelle politique de sécurité. Si je voulais par exemple, en cas d'attaque, d'incident de sécurité, je veux que toutes les connexions soient réinitialisées, je vais faire un cold restart. Le cold restart, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est en train de transférer un fichier, ça va carrément couper sa connexion. Après, c'est un choix, donc là, non. Maintenant, je vais revenir sur mon interface. Et là, je vais refaire mon attaque. Et donc là, elle est bien, elle n'est pas prise en compte puisque je suis bien passé en mode non bloquant. Ça, c'est pour vous montrer un use case simple d'automatisation API. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus intégré. Toc, je vais repasser sur ma presse. Hop. Il y a peut-être des questions sur les workflow parameters. Après, on va garder du temps, ne vous inquiétez pas pour les questions. Je regarde le temps. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Avant d'aller sur la démo un peu plus intégrée, je vais te repasser quand même la main, Jérémy. Et est-ce que toi, tu peux nous parler du contexte BPCE, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez mis en place pour automatiser au maximum les opérations sur le WAF? Et est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu BPCE aussi dans un premier temps? Oui, donc après pour ceux qui ne connaissent pas le groupe BPCE, on est un ensemble de marques, notamment donc, les banques populaires et les caisses d'épargne. Et depuis peu, BPCE IT gère également l'informatique de Natixis, en plus des autres marques, Crédit Coop, Honey et autres. Et donc on est un GIE. Donc en tant que GIE, on s'assure que la production informatique du groupe fonctionne correctement au quotidien. Donc on va gérer tout ce qui va être déploiement d'infrastructures pour que ça fonctionne. Que ce soit des infrastructures vraiment applicatives ou de sécurité, hein, évidemment, et l'accès de l'ensemble des collaborateurs au réseau du groupe, etc. Donc, tout ça, on a un GIE informatique, quoi. Et ça fait longtemps que vous êtes client Ubica? Ça fait effectivement bientôt 20 ans. Alors pas Ubica à proprement parler, hein, puisqu'il y a eu quelques noms entre-temps qui sont passés par là, n'est-ce pas? Mais c'est en tout cas un partenariat qui dure et qui dure pour différentes raisons. Donc la première raison, c'est que on a une équipe commerciale de choc, n'est-ce pas? Qui a su, malgré les évolutions dans le temps, rester toujours au top et à l'écoute de nos besoins et toujours actif quand il y avait besoin. Donc ça, c'est vraiment top. Même certains dimanches après-midi, quand on a pu avoir des petites problématiques de production. Alors pas directement avec l'équipement, mais alors, en vrai, pour être totalement franc, les problématiques de production qu'on peut avoir autour du produit, parce qu'évidemment ça arrive, aucun produit est infaillible, ne sont pas directement liés au produit, mais sont des effets de bord d'autres éléments dans l'infrastructure qui finissent par impacter l'équipement. Parce qu'en fait, un WAF, finalement, c'est un reverse proxy. Donc c'est lui qui fait des connexions vers les back-ends, et quand il y a des soucis côté back-end, lui il garde les connexions, et puis au bout d'un moment, il ne peut pas gérer plus de connexions qu'un certain nombre, donc on finit par avoir des effets de bord à ce niveau-là. Donc c'est pas l'équipement lui-même qui est en défaut, malheureusement, c'est que souvent on a des soucis à d'autres endroits dans l'infrastructure. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro bug, hein, mais globalement, les vrais gros pets qu'on a pu avoir, c'était lié à des effets de bord. Et ce qu'on a constaté, et notamment depuis on va dire les derniers mois, même si on pourrait même dire années, c'est qu'il y a quand même eu un gros effort qui a été fait sur toute la partie évolution technologique, et notamment autour des API, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, nous, tout ce qui est autour de l'automatisation, c'est un vrai sujet pour nous actuellement.
On travaille depuis maintenant un peu plus de 3 ans sur le développement d'une application qui s'appelle AWA et qui nous permet à l'origine de créer l'ensemble de nos chaînes de liaison. Dès qu'on veut exposer une application sur Internet, on va s'appuyer sur cette solution-là. Et Ubica nous permet, au travers des API, de construire l'intégralité des tunnels et de leurs paramètres qui sont nécessaires à pouvoir dynamiquement, simplement en cliquant sur un bouton, d'exposer comme ça un nouveau site web sur Internet. Alors évidemment, il n'y a pas que Ubica sur lesquels on s'appuie pour ces cas-là, mais en tout cas, l'API d'Ubica est vraiment bien faite. Nous, au niveau d'AWA, en fait, on va avoir 4 points principaux. Le premier point, ça va être de pouvoir définir nos normes, parce que peu importe la technologie sur laquelle on travaille, on a des normes qui nous sont intrinsèques. On va dire, voilà, je sais pas, dans le cas d'Ubica, on va utiliser une adresse IP par instance RP qu'on va créer sur le WAF. Donc ça, c'est une logique qu'on a nous et qu'il a fallu intégrer du coup dans la solution AWAZone. Et derrière, donc, on met à jour la partie BDD. On va construire des données. Donc on va, comme je disais, donc faire tout ce qui va être création de chaîne web. On va valider la conformité des paramètres qui sont fournis lors de la demande d'une nouvelle chaîne. Par exemple, cas qu'on a déjà eu, quelqu'un qui a essayé de nous mettre une URL qui fait plus de 80 caractères. Ça marche pas, un certificat à plus de 80 caractères, c'est jeté. Donc voilà, c'est le genre de petite vérification qu'on fait. Et donc on va créer l'intégralité de la chaîne de liaison, donc les tunnels, les profils, les workflow paraméters, etc. On va récupérer également les données, c'est-à-dire que nous, toutes les nuits, la logique, ça va être de dire on va se connecter sur les WAF et on va récupérer l'intégralité de la configuration et mettre à jour nos bases de données. C'est-à-dire que si dans la journée, il y a eu des modifications qui ont été faites hors AWA, on va les récupérer chaque nuit pour que le lendemain matin, l'intégralité de nos données soit bien à jour. Et enfin, on va gérer tout ce qui va être MCO, et notamment un gros point sur lequel on a travaillé pendant l'année dernière en fait, c'était tout ce qui était renouvellement de certificats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des années, on courait après les prodap pour renouveler leurs certificats parce qu'elles s'étaient portées sur nos équipements d'infrastructure. Aujourd'hui, au travers d'AWA, en fait, on leur a mis à disposition un bouton où elles cliquent et ça va pousser le certificat et ça le met en production. Et s'il y a un problème, elle clique sur le même bouton qui est devenu un bouton rollback et qui va rechercher la version N-1 du certificat, le pousser et le remettre en production. Donc, ce qui fait que à la place d'avoir des interventions à Cheno régulièrement, enfin plusieurs fois par semaine en l'occurrence, maintenant c'est plus notre problème. Elles sont complètement autonomes sur ce genre d'action et ça nous a quand même pas mal soulagé. En termes d'architecture, pour la solution AWA, en gros, l'idée c'est qu'on a un corps qui va interagir d'une part avec une base de données, évidemment on va stocker l'intégralité de nos configurations notamment, et avec donc, les WAF en particulier, au travers de modules. L'idée des modules, c'est qu'on va avoir en fait des modules par technologie, puisqu'on n'interagit pas qu'avec Ubica, et que ça nous permet d'avoir au niveau du corps le traitement d'un même type de retour. Peu importe la technologie, on va formater en fait nos retours de la même façon. Et derrière, ce corps, il va être accessible au travers de call API authentifiés, notamment au travers d'une GUI, mais également de plus en plus, les prodap mettent ça en place, notamment sur la gestion de leurs certificats. Ils peuvent appeler directement en fait, les corps au travers de call API. Donc ça, ça nous a permis quand même pas mal d'évolution. Typiquement, là on est en train de travailler, donc les données c'est complètement fausse, mais on est en train de travailler sur un tableau de bord qui aura un peu ce formalisme-là. L'idée c'est de pouvoir dire à une production applicative, voilà, vos chaînes de liaison, globalement, voilà le prix qu'on estime qu'elles nous coûtent. Et notamment, elles nous coûtent tant parce que, regardez, vous avez plein d'équipements, les certificats ils sont expirés. Donc est-ce que la chaîne de liaison elle a encore une raison d'être? Et si ce n'est pas le cas, supprimez-la. On a des cas où on a des objets orphelins parce qu'il y a des serveurs qui, à un moment donné, ont été désactivés ou supprimés d'une VIP quelque part, et donc n'ont plus de raison d'être dans nos équipements, mais néanmoins, le ménage n'a jamais été fait parce qu'on n'a jamais eu un accord côté prodap pour faire l'action. Donc, ça nous a permis, en fait, de responsabiliser et d'interagir beaucoup plus au niveau avec les productions applicatives pour qu'elles comprennent aussi que, en fait, côté infrastructure, on a un vrai enjeu en termes de gains financiers, en termes d'incidentologie,
à ce qu'on interagisse plus et à ce qu'on nettoie régulièrement nos configurations pour que on ne garde pas des trucs qui potentiellement demain peuvent même créer des failles de sécurité sur nos infras. Merci beaucoup Jérémy. Alors je vais vous montrer maintenant un exemple de, on va dire, une chaîne de bout en bout pour l'application que je vous ai montré tout de suite. Je vais aller directement, je vais revenir à mon application Wine.js. Donc cette application, elle est intégrée à un pipeline CI/CD, enfin un pipeline Jenkins. Et en fait, c'est une API et comme vous pouvez le voir ici, il y a une documentation qui respecte le dernier Swagger de type OpenAPI 3 et c'est une API qui crée elle-même son schéma. Pourquoi c'est important d'avoir un schéma? C'est pour valider les données et se dire quand j'ai ici la création d'un vin par exemple, quand j'attends un prix, j'attends uniquement des chiffres, j'attends uniquement tant de décimales par exemple. Tout ça, vous pouvez le décrire dans un schéma. Ça va vous permettre de valider la donnée et d'éviter par exemple une chaîne de caractères, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une chaîne de caractères dans le prix tout simplement. Et donc qu'est-ce qui est intéressant? C'est dans un objectif de performance par exemple pour l'application, c'est bien de faire cette validation de données en amont de l'application, pourquoi pas sur le WAF. Donc ici, ce que je vais vous montrer en démo, c'est je vais mettre à jour l'applicatif pour insérer un nouveau paramètre JSON, la quantité de vin disponible par exemple. Donc pour ça, j'ai une nouvelle version de mon code ici qui va prendre en compte un nouveau paramètre JSON qui s'appelle la quantité. Donc, dans le cadre de développement et d'intégration continue, en fait, ce qui se passe, c'est que le développeur va poster une nouvelle version de son code dans son repository. Donc, dans mon cas, ici, un GitHub. J'espère que j'ai... Ouais, c'est cool, il y a assez de débit. Donc là, hop, c'est l'ancienne version du code. Je mets la nouvelle avec tout simplement, donc, comme je vous ai montré ici, la quantité. Donc c'est une application de type, donc c'est Node.js qui utilise le framework Express. Et ici, si on regarde un tout petit peu le code par curiosité, il va aller me chercher des bibliothèques qui vont construire notamment le fameux Swagger ou le schéma de l'API. Donc en fait, c'est cette bibliothèque ici, Swagger UI, qui me fournit le schéma de mon API. Donc là, ce qui se passe, c'est que je viens de poster mon nouveau code avec ce nouveau paramètre JSON. Donc là, elle n'est toujours pas en production parce qu'elle est uniquement dans mon repository. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais ici, j'ai ce qui s'appelle mon pipeline, enfin Jenkins, qui est une solution open source. Et vous avez ici, donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble si je l'ouvre. En fait, tout simplement, elle va sans arrêt chercher mon code source et elle va se baser sur ce qui s'appelle un Jenkins Files. Ce fichier est ici dans mon repository, dans mon code repository. Et mon pipeline, il va tout simplement suivre toutes les étapes de ce fichier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Jenkins va aller chercher mon code, va construire une image Docker. Ensuite, va tout simplement lancer ce Docker. Ensuite, il va checker son statut. Là, on aurait pu intégrer d'autres étapes. On aurait pu mettre, par exemple, tester le code. Par exemple, si vous avez une solution de SCA pour un petit peu regarder de quoi est composé votre code, vous pourriez le mettre avant. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller télécharger l'OpenAPI 3. Enfin, il va aller chercher le schéma qui a été construit par l'application. Donc, il fait un curl, c'est tout bête. Il va faire un curl. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Il va aller faire un upload de ce Swagger dans le WAF. Donc c'est ce qu'il va faire ici. Ensuite, il va patcher mon application, il va patcher le tunnel, il va patcher la configuration du WAP et il va faire un apply. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le code. Donc là, je vais lancer la construction de la nouvelle version de mon application. Donc je vais faire historique, je vais vous montrer en live ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il a supprimé le Docker, il vient de relancer le Docker, ça y est, il a déjà patché
Et il est en train de faire l'apply. Ça a pris quelques secondes. Si j'avais dû faire ça manuellement, ça m'aurait pris ouais, peut-être un quart d'heure quand même, le temps de faire ça. Donc là, je vais recharger mon applicatif. Ça y est, la quantité, elle est déjà présente sur un paramètre JSON. Donc la quantité, ici, on attend. Vous voyez, dans le code, c'est marqué qu'on attend un integer. Donc ça, je vais vous le montrer là. Donc vous avez la description, voilà, quantité type un integer, et dans ma description de schéma, c'est écrit. Et donc là, évidemment, si je ne mets pas, donc là, je vais faire try it out. Je vais mettre dans la quantité une chaîne de caractères. Je fais execute. Et là, schema validation failed. Ça, c'est le WAF qui me le ramène. C'est pas l'applicatif. Donc on voit bien que là, le WAF a bien été au courant, entre guillemets, que le schéma de l'application OpenAPI a changé et me fait bien cette validation de schéma. Et ça, dans le workflow, si je reviens sur le workflow, vous voyez qu'on n'a pas vu, on n'a même pas ouvert la GUI, on est ici dans le schéma. Donc c'est cette brique ici qui a été automatiquement mise à jour. Et puis bien sûr, on a, donc là, si on est bien resté en mode bloquant, si je refais une attaque, bien sûr, les attaques sont bloquées. Donc on a de la validation de sécurité, on a de la whitelist, entre guillemets, c'est pas tout à fait la whitelist, mais vous avez une whitelist et ensuite de la sécurité négative. Voilà un peu pour cette démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc en bénéfice de ce qu'on a vu, le gain de temps, je viens de faire en quelques secondes ce que j'aurais fait en plusieurs minutes. Ça amène de l'amélioration continue aussi, parce que forcément, quand vous avez toute cette chaîne qui est de qualité, vous avez moins de pannes, moins d'incidents, et surtout vous éliminez les faux positifs, parce que là, on le fait sur un schéma API, mais on pourrait également créer des règles automatiques. Enfin voilà, on pourrait faire, on a vraiment, on peut avoir une imagination voilà, sans limite. En conclusion, alors, nous, on existe depuis, comme je le disais, depuis plus de 20 ans, Ubica. Donc, on a une vraie expertise en sécurité applicative. Et tout ce savoir-faire à travers la granularité de cette API JSON, je vous montre un peu la documentation de cette API. Vous voyez qu'en termes de endpoint, il y a de quoi faire. Donc, vous avez un scope très très large pour faire ce que vous voulez, que ce soit on-premise ou en multi-cloud. Et on est également en mode SaaS. Donc demain, si vous voulez faire du SaaS, il n'y a pas de souci. On est certifié CSPN. Nous sommes du coup une société française. Donc on allie en plus à ça l'avantage de la souveraineté. Et on serait ravis que vous veniez nous voir sur notre stand. Donc on est à l'entrée, stand A6. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de discuter avec vous des use cases. On a souvent aussi des clients qui sont là, donc ça vous permet de discuter aussi avec nos clients. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va prendre du coup vos questions si vous en avez.